Mesdames et messieurs, lorsque la section auboise du mouvement européen a construit le programme de cette université d'automne, le sujet de la jeunesse s'est imposé comme une évidence, convaincus que nous sommes que les politiques de l'Union européenne ne s'ajusteront pour des consolidations nécessaires qu'avec les jeunes des États membres. L'avenir est là. L'idée n'est pas récente. De la signature du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, une campagne européenne de la jeunesse est lancée sous l'égide du Conseil de l'Europe, dont le principal objectif est, je cite, d'intéresser la jeunesse à la construction de l'Europe. Nous sommes en 2020 et force est de constater que l'Union européenne se donne les moyens de son ambition et de sa clairvoyance en instaurant des dispositifs afin d'amener les jeunes à percevoir la notion d'Union européenne comme partie intégrante de leur environnement historique, social, culturel et politique, de leur faire prendre conscience du rôle qu'ils peuvent jouer comme citoyens dans la construction de l'Union européenne, de susciter de leur part une meilleure compréhension de la diversité de la société européenne pour leur permettre de mieux apprécier la valeur intrinsèque de cette diversité. Il ne fait pas de doute que le débat qui s'ouvre aujourd'hui vous permettra, au travers de la parole libre, engagée et experte de nos intervenants, de prendre la mesure de l'enjeu que représente la jeunesse. Je passe la parole à Madame Béatrice Engrand, présidente de l'association du service civique du service civique et du programme Erasmus+ Jeunesse. Merci. Merci Madame la conseillère départementale pour cette introduction. Donc, en effet, je préside l'agence du service civique depuis avril 2019 et cette agence, qui est un opérateur de l'État rattaché au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, est aussi en charge des programmes Erasmus+, jeunesse et sport et du Corps européen de solidarité, autrefois service volontaire européen. Puis j'ai longtemps été secrétaire générale de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, donc mon chemin a très souvent croisé celui du mouvement européen et bien sûr celui des jeunes européens. Donc je suis absolument ravie de vous retrouver cet après-midi pour cet échange pour lequel je vais maintenant présenter nos intervenantes et notre intervenant qui s'exprimeront chacune pendant 5 minutes, puis nous entrerons dans la discussion. Et je propose ensuite d'ouvrir le débat avec la salle. Si vous me permettez, je vais dire quelques mots sur chacun de nos invités. Donc, Madame Salima Yenbou, vous êtes députée européenne du groupe des Verts et de l'Alliance libre européenne. Vous êtes membre de la commission éducation et culture. Et vous êtes, ça c'est dont l'Europe a le secret, rapporteure fictive du programme Erasmus+ 2021-2027. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, rapporteur fictif? Bien que je suis certain que tout le monde le sait dans cette salle. C'est donc représenter le point de vue de son groupe sur un sujet. Et donc, vous négociez pour ce programme de grande importance, le programme Erasmus+ 2021-2027, au nom de votre groupe, avec des positions très intéressantes sur le verdissement des programmes notamment. Et initialement, vous avez été enseignante en école primaire, puis principale de collège, proviseur, j'aime bien le dire parce que je pense que ça vous rend encore plus légitime pour parler de questions de jeunesse. Nous avons aussi avec nous Marie Caillot, qui est donc présidente des Jeunes Européens. Vous êtes également chargée de mission dialogue social à la BNF, parce que présidente des Jeunes Européens, c'est
voilà, c'est un travail bénévole, donc il faut bien sûr vivre à côté. Une belle mission culturelle que vous avez là. Vous êtes aussi membre du comité d'animation du Forum français de la jeunesse, qui est une grande structure associative qui représente les associations de jeunesse en France et qui travaille beaucoup d'ailleurs avec le Forum européen de la jeunesse. Et puis vous avez été présidente des jeunes européens à Angers. Nous avons ensuite avec nous devant moi sur l'écran et en vidéo Nathan Métainier. Je ne sais pas où vous êtes Nathan, mais vous allez nous le dire. Vous avez 21 ans, je me permets de le souligner, c'est encore un âge qu'on peut donner publiquement. Et puis, c'est pas non plus innocent de dire qu'à 21 ans, vous êtes jeune conseiller climat auprès du secrétaire général des Nations Unies. Vous allez aussi nous expliquer ce que ça signifie. Vous avez fait des études de sciences politiques à Grenoble et ensuite vous avez, je crois, enchaîné en Écosse et bientôt vous allez partir à Londres pour un master en relations internationales et politiques environnementales. Et vraiment votre objet de militantisme, c'est bien sûr le climat au sein de la coalition Génération Climat Europe. Voilà pour cette brève introduction. Madame la députée, je vais peut-être commencer par vous pour vous laisser partager avec nous vos réflexions sur le sujet qui nous occupe, donc la question, comme l'a bien dit notre président. Alors, je vais essayer de développer un petit peu la vision sur la jeunesse, mais en prenant un peu de hauteur, en prenant le problème dans l'ensemble, je suis certaine que ce soit un problème. Donc, moi, je voulais partager avec vous déjà une petite analyse sur notre rapport au temps, parce qu'il me semble en fait que pour construire notre société de demain, il faut nécessairement repenser la temporalité de notre société. Aujourd'hui, on assiste, par le fait d'une temporalité ultra rapide, écrasante, à une chasse à l'info, au buzz médiatique, aussi bien de la part des médias que des politiques. Il n'y a plus de recul, de moins en moins de sagesse, ce qui accroît les tensions, les dominations, les conflits. L'important, il semblerait que ce ne soit plus de résoudre les problèmes de fond, de proposer des solutions pérennes, sauf ici, mais bien de donner une information rapide, de communiquer encore et toujours, et puis finalement la forme prend le dessus sur le fond. Et en tant que politique, je pense qu'on se doit d'être justement dans ce ton long, à l'image du travail d'un viticulteur, pour faire une image à mon parti, ou d'un agriculteur qui plante une graine aujourd'hui pour des récoltes à venir pendant plusieurs générations. Donc l'Europe de demain, c'est pour moi d'abord une Europe qui se doit d'être inclusive, une Europe qui va briser les plafonds de verre, une Europe hétérogène qui va assumer pleinement sa diversité et qui en fera une force. L'Europe de demain, c'est une Europe et non une Europe de marché. La jeunesse, le peuple européen, mais ici nous parlons de la jeunesse européenne, elle a selon moi trop été écartée des réflexions et des constructions des bases de notre Europe. Alors, quelle place doit-on donner à la jeunesse? Effectivement, une part de plus en plus grandissante. Au-delà de la nécessaire démocratisation des programmes tels qu'Erasmus, qui se doit d'être encore plus accessible, la jeunesse doit intégrer ces programmes, elle doit aussi les penser et les co-construire avec les législateurs que nous sommes. Les jeunes d'aujourd'hui seront pour moi les dirigeants de demain et nous devons faire absolument avec eux, avec vous. Alors, une petite réflexion sur ce qu'est la jeunesse européenne aujourd'hui. Il y a des études qui font état de deux formes de jeunesse. Une jeunesse enthousiaste qui tire pleinement profit de la mondialisation et des programmes européens. Une jeunesse sceptique, plutôt dans les pays du Sud, qui s'accroche à l'espoir de la puissance de leurs États pour l'avenir. Et je pense vraiment qu'on en oublie une troisième, celle des quartiers populaires, qui ne s'inscrit absolument dans aucune définition précédente. Et l'Europe doit absolument se construire avec cette jeunesse des quartiers populaires, qui est souvent oubliée et qui représente en France, je crois, 33% de la jeunesse en Île-de-France, qui est très important.
et qui est stigmatisée, éloignée du projet européen. Et cette jeunesse, elle se bat 2 fois plus au quotidien pour y arriver, et elle subira 2 fois plus de plein fouet les bouleversements de notre monde, dont le bouleversement climatique. Donc il y a un réel travail là-dessus. Ensuite, une Europe inclusive et solidaire. Et là, on est sur une Europe des valeurs, revenir à l'essentiel. On a créé cette Europe des marchés. Aujourd'hui, on a besoin de retrouver cette Europe des valeurs, celle qui est écrite dans les textes. Donc l'Europe des élites du commerce doit laisser la place à une Europe citoyenne, solidaire et surtout inclusive. Une Europe qui se construit, il est temps de faire avec les citoyens européens, et plus seulement pour et à leur place. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je pense que réenchanter notre Europe, pour reprendre l'expression de ce mouvement, c'est à travers ces valeurs qu'on pourra le faire. Et je crois qu'il faut réenchanter la jeunesse pour pouvoir réenchanter l'Europe. La culture. La culture, vous l'avez dit, je suis à la commission de culture et éducation. Ce sont vraiment des valeurs qui doivent s'inscrire comme le socle de notre projet européen, comme le socle de notre culture commune et partagée. La crise sanitaire, les crises économiques, l'ultra-libéralisation de notre monde sont venus mettre à mal la production culturelle et ceux et celles qui font vivre la culture. Et elle est souvent appréhendée comme une politique accessoire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les députés ne se battent pas pour être dans cette commission, alors qu'elle devrait être au cœur de ce qui nous lie. Elle a un véritable rôle à jouer. Je vais essayer de ne pas trop monopoliser. J'adore, il y a un proverbe africain qui dit « Un monde sans culture ressemble à un zèbre sans rayures ». C'est exactement ça. J'adore cette image. Donc je crois vraiment que la culture doit être au cœur de notre projet européen, au cœur de cette citoyenneté européenne que nous voulons créer pour l'Europe de demain. Alors, bien sûr, la transition écologique, je crois que je me ferai... Ouais, 1 minute. La transition écologique, donc, comme la culture, je crois qu'elle a sa place à côté pour être au cœur du projet européen. Effectivement, c'est un défi important qui se présente à nous, et nous ne pouvons pas, nous ne devons plus passer à côté. C'est impossible. Et je crois que la jeunesse s'est emparée partout dans le monde de cette transition écologique. Nous, les plus âgés, ceux dont on ne dit pas l'âge, nous devons être à leur côté, mais pour leur passer le flambeau, pas pour garder nos petites places bien au chaud à l'Europe. C'est vraiment pour leur passer le flambeau et surtout pour essayer d'ouvrir les portes pour qu'ils changent cette Europe. On a défilé tout à l'heure et un des slogans c'était « Changer l'Europe ». Oui, il faut la changer parce que je suis persuadée que si vous les jeunes, vous ne la changez pas, il n'y aura plus d'Europe. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous aurons là quelques belles inspirations pour notre débat qui suivra. Marie, si vous permettez, je vais alterner le présentiel et le virtuel. Et donc, vous donner la parole. Vous allez aussi, donc en virtuel, Nathan Métainier, vous nous direz aussi d'où vous êtes. Enfin, où vous êtes géographiquement. Donc, je vous laisse la parole pour 5 minutes sur la question de notre débat, Europe, jeunesse et citoyenneté. Comment réenchanter l'Europe? C'est à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. De Londres, je vous parle. Je suis bien navré de ne pas pouvoir être avec vous, mais malheureusement, je ne peux pas à cause de la quarantaine qui est mise sur le Royaume-Uni. Et je vous remercie de m'accueillir malgré tout dans ces conditions. Réenchanter l'Europe et pourquoi les jeunes? Pourquoi les jeunes? Je pense que c'est une question qu'il faut toujours se rappeler. Bien sûr parce qu'on sera ceux qui subiront les conséquences de l'action ou de l'inaction plutôt des politiques actuelles, parce que quand on parle de 2050 et quand on parle des grands objectifs pour nous, 2050 c'est très concret. Moi j'aurai 50 ans en 2050 et penser et co-construire. Et ça, c'est vraiment essentiel parce qu'en fait, oui, les jeunes sont inclus dans les processus décisionnels de l'Union européenne. Il y a eu des vrais combats, des vrais mouvements sociaux qui ont permis aux jeunes d'avoir leur mot à dire, notamment dans les programmes, vous le disiez Madame la députée, qui discutent de jeunesse, qui discutent de culture ou qui discutent aussi du programme Erasmus.
Mais quand on regarde les processus décisionnels climat, environnement, de transition sociale et juste, là, les jeunes ne sont pas du tout présents. Et ça, c'est un grand problème qui est spécifique, je pense, de l'Union européenne, où, en fait, les jeunes ne sont pas inclus dans les processus décisionnels climat, environnement. Et c'est pour ça que, bien sûr, avec le grand mouvement pour la jeunesse et pour le climat qui a démarré en 2018, nous avons créé une coalition qui rassemble plusieurs des plus grands réseaux de jeunes européens qui travaillent sur les droits sociaux, sur Erasmus, sur le climat, sur l'environnement. En fait, travailler ensemble, penser la crise que nous vivons comme une crise qui est tout à la fois écologique mais aussi sociale pour justement se faire force de proposition auprès des institutions européennes. Et c'est donc ce que nous avons fait en fait au gré des derniers mois. On s'est créé l'été dernier, par exemple aussi travailler avec des institutions comme le CESE européen pour designer une recommandation autour de comment justement inclure les jeunes dans les processus décisionnels. C'est une position qui a été votée il y a quelques jours, quelques semaines, qui explique comment la Commission, comment le Parlement peuvent justement améliorer l'inclusion des jeunes et surtout éviter d'être dans une conversation. Parce que c'est là la grande différence entre la conversation et le dialogue. La conversation, c'est, voilà, on se rencontre. Moi, je rencontre, par exemple, Frans Timmermans, Ursula von der Leyen a rencontré d'autres jeunes pour le climat il y a quelques semaines. Mais ça, ce sont des conversations. Et c'est là le problème, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est un dialogue. Un dialogue, c'est quelque chose dans lequel on peut justement se rencontrer. On sait qu'on va se rencontrer dans le temps. Et du coup, on sait qu'on va aussi avoir des réponses à nos questions et à nos interpellations. Et c'est ça pourquoi on se bat, d'avoir un dialogue pour le climat pour les jeunes, un dialogue qui ne soit pas une caution jeune non plus, et ça c'est aussi le grand travail de notre mouvement, des activistes pour le climat, de faire attention à ne pas être juste une caution jeune. Et puis bien sûr, c'est aussi rappeler la nécessité d'avoir une Europe qui soit plus ambitieuse, une Europe où en fait réaffirme son leadership en matière de transition juste et écologique. Ici, au cœur de ces questions-là, c'est aussi penser aux communautés marginalisées, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une troisième jeunesse, il y a aussi une Europe dont on ne parle pas, une Europe qu'on considère faire partie du Nord, comme si finalement les situations économiques et sociales de certains pays dans les Balkans, en Asie centrale, qui en fait sont tout à fait aussi dépendants des politiques que nous prenons dans l'Union européenne. Mais il faut aussi penser Europe, cette grande région qui nous partage, que nous partageons. Et par exemple, quand on pense au Pacte vert, au Green Deal, dont on va sûrement parler un petit peu aujourd'hui, quand on regarde, l'une des choses qui a été coupée en majorité, c'était le fonds de transition juste. Justement, éviter de faire une transition écologique seulement sans penser aux questions sociales. Et donc, je pense aussi que ce que nous essayons de battre aussi, c'est penser à un nouveau récit unificateur, mais un récit qui soit pragmatique, appelé à un changement systémique, c'est-à-dire justement ne pas penser croissance verte, mais penser à comment on peut vraiment réduire nos ressources, les ressources que nous utilisons, et aussi notre rapport avec les autres pays du monde, parce que l'Europe a une responsabilité pour ce qui se passe aujourd'hui en Amazonie, pour ce qui se passe aussi dans certains autres pays, une responsabilité pour faire pression sur d'autres pays comme l'Inde ou les États-Unis aussi. Et puis bien sûr, réinviter la solidarité européenne. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important de penser aussi, par exemple, que nous avons des populations indigènes, autochtones en Europe, les Sami, qui vivent au nord de la Suède et qui sont marginalisés par le gouvernement suédois, par exemple, et nous avons une responsabilité pour parler à ces communautés qui sont souvent sur le devant des effets des changements climatiques, qui les vivent. Et je pense que finalement, réinviter les jeunes dans les processus démocratiques qui visent à penser la transition écologique, l'action climatique, c'est aussi comme ça qu'on pourra penser la transition avec les jeunes qui vivront les effets des changements climatiques. Et votre expression est excellente, un monde sans culture, un zèbre sans rayures, mais aussi une Europe qui parle climat sans sa jeunesse. En fait, c'est manquer une opportunité historique pour redonner vie au projet européen, pour redonner envie
de vivre cette Europe, de se dire que c'est le bon niveau, que c'est la bonne formule pour justement travailler ensemble et faire face aux plus grands enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Merci beaucoup pour toute cette passion. Effectivement, j'aime bien l'expression un zèbre à la culture. Dans l'Europe, sans la culture, c'est comme un zèbre sans ailleurs. Si on l'imagine traduite dans la diversité des langues européennes, je trouve qu'elle est vraiment assez facile à traduire. Donc, on a aussi besoin de ces images qui franchissent la diversité des langues et des cultures européennes. Donc, c'est à vous, Marie Caillot, vous allez nous présenter les choses de votre point de vue. Et vous êtes dans des actions très, très concrètes, comme d'ailleurs nous tous, pour emmener les jeunes vers ces sujets européens. Et évidemment, le climat est tout à fait privilégié dans le militantisme des jeunes. Oui, alors simplement peut-être pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit précédemment et appuyer le propos des deux autres intervenants, je trouve ça très juste de dire effectivement qu'il n'y a pas une jeunesse mais des jeunesses. On a tendance parfois à englober et c'est à prendre en compte, c'est important. Et que quand on parle des jeunes, on ne parle pas uniquement des politiques jeunesse. Effectivement, c'est quand même primordial. Aujourd'hui, on a tendance à faire ce raccourci et c'est bien dommage. Et c'est important aussi de voir le jeune non pas simplement comme un consommateur de l'Europe avec les programmes européens Erasmus, mais bien comme un acteur à part entière de la démocratie européenne. Simplement, quand j'ai pris connaissance du sujet d'aujourd'hui, jeunesse, Europe, réenchanter l'Europe, il y a quand même une chose qui m'est venue en premier lieu, c'est la question de l'engagement. Et peut-être un petit peu revenir sur la question de l'engagement des jeunes. Parce que j'entends souvent en tant que jeune responsable, oui mais les jeunes ne s'engagent plus, les jeunes ne vont plus voter, ça ne les intéresse pas, à la rigueur ils font une marche mais c'est tout. Et en fait c'est absolument faux. Les jeunes sont très engagés actuellement. Alors ils le sont moins en politique, c'est certain, ils le sont moins dans les partis politiques, ils le sont moins dans les syndicats. C'est vrai qu'ils ne vont pas forcément voter de manière importante, mais ils sont présents dans l'espace public, dans des formes absolument diversifiées aujourd'hui et difficiles à mesurer ou à repérer si on n'est pas attentif, et j'aimerais attirer votre attention sur ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup plus tendance, alors je veux dire les jeunes, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne devait pas dire les jeunes en général, je vais le dire, je vais me le permettre, les jeunes ont tendance à s'engager davantage dans des mouvements provisoires et pour des causes diverses, mais des causes identifiées. Pourquoi ? Parce que le jeune aujourd'hui s'engage pour des raisons souvent d'éthique personnelle. Il s'engage parce qu'il considère que son engagement individuel va permettre de servir de modèle et qu'il va pouvoir changer les choses. Mais il a besoin de voir et de savoir qu'il va pouvoir changer les choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'engager uniquement pour l'Europe. S'engager pour l'Europe, ça veut rien dire en soi, pour un jeune, ça ne lui parle pas. Il va avoir besoin de mesurer et de s'engager sur quelque chose de précis. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué depuis une trentaine d'années et qui est important à prendre en compte. Cette éthique personnelle qui va le pousser à se mobiliser va avoir un impact sur la forme d'engagement qu'il va privilégier. Il va privilégier, par exemple, une action sur laquelle il sait que ça va changer les choses. Par exemple, l'action de boycott, par exemple, va beaucoup mieux fonctionner pour ce jeune qui s'engage. On parle un petit peu de soft engagement, finalement, pour cette jeunesse-là. Et je vous disais, il veut voir l'impact. C'est absolument important de comprendre ça. Parce que le jeune, et Nathan, tu l'as très bien dit, le jeune ne veut pas seulement conversationner, il veut dialoguer. Il veut savoir que sa forme de mobilisation et son engagement va avoir une répercussion. Et je voudrais venir sur un dernier élément sur cette question de la jeunesse et de son engagement. On parle souvent de conflit générationnel. Ce conflit-là, il a aussi évolué et c'est aussi important de le comprendre. C'est-à-dire que dans les années 60, par exemple, il y avait un conflit générationnel un peu nouveau monde versus ancien monde, très idéologique. Aujourd'hui, on est plutôt sur un conflit qui vient la jeunesse ne se sent pas écoutée et elle s'est sentie un petit peu oubliée dans les prises de décision. Et c'est absolument primordial de travailler là-dessus.
Parce qu'en fait, je pense que la question n'est pas tellement de réenchanter l'Europe de manière générale, elle est principalement de réenchanter la démocratie européenne. Et Nathan l'a bien expliqué dans sa notion de dialogue. Alors simplement, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais peut-être quelques pistes de réflexion pour lancer le débat. 1 minute et demie. Allez, encore, je suis généreuse. D'habitude, je parle pas trop. Alors, oui, on viendra de toute façon aussi dans le débat, mais allez-y. Voilà, quelques pistes de réflexion, et en tout cas présenter une chose qui existe aujourd'hui, qui a le mérite d'exister, qui s'appelle le dialogue structuré. On n'a pas encore parlé. Je voulais vous revenir là-dessus après, mais allez-y. Dans ce cas-là. Alors, c'est quoi le dialogue structuré? Pas forcément si connu, donc c'est oui, très voilà. bien de le présenter. Oui. C'est un processus de participation qui est porté par le Conseil européen des ministres en charge des questions jeunesse, où en fait on va construire une résolution. Et cette résolution, elle est co-construite tous les 18 mois entre différents acteurs. Donc il va y avoir les jeunes, l'exécutif européen et les 3 pays qui sont présidents de l'Union européenne sur ces 18 mois. Et ce dialogue structuré, aujourd'hui, il est très intéressant, ça fonctionne bien. Il y a quand même des choses qui en ressortent qui sont très positives, mais on peut quand même identifier quelques problématiques et quelques choses qui peuvent être un petit peu améliorées quand même. La première, c'est que les objectifs européens de la jeunesse sont des objectifs de politique jeunesse. Et je vous le disais en introduction, on ne peut pas enfermer les jeunes sur les politiques jeunesse. C'est important de leur donner la voix sur d'autres politiques. Une deuxième problématique peut-être aussi qui serait intéressante à réfléchir, c'est que tout à l'heure je vous expliquais que la jeunesse a besoin de voir l'impact de ce qu'elle dit. Et c'est vrai que sur les résolutions qui sont produites, on reste encore sur des choses assez généralistes où on ne peut pas mesurer facilement l'impact. Et donc je pense qu'il y a une réflexion à avoir dessus. Plus généralement sur le temps, on pourra y revenir après, aussi avoir une réflexion sur la démocratie européenne. Il y a des dispositifs qui existent, mais qui méritent d'être approfondis, notamment sur la consultation citoyenne, un petit peu de nouvelle génération qu'on essaye de créer aujourd'hui en Europe. Simplement, je pense que c'est un point de débat aussi qu'on pourrait avoir. Quelle est la place de la jeunesse dans la conférence sur le futur de l'Union européenne? Je pense que c'est absolument primordial de donner une place importante et sérieuse à la jeunesse et de lui permettre de changer les choses. Parce que je considère un petit peu que cette conférence, ce sera, entre guillemets, un one-shot. Si on n'arrive pas à intégrer la jeunesse dans ce processus-là et si on n'arrive pas à lui montrer le rôle qu'elle a eu et l'impact qu'elle a eu, je pense que ce sera très compliqué dans les prochaines années de capter cette jeunesse et de lui rendre un rôle sérieux. Voilà pour un petit mot. Merci beaucoup. Peut-être juste un chiffre sur le dialogue structuré, sur la période qui se termine. Ce sont 56 000 jeunes donc venus de tous les pays européens qui ont participé à ce dialogue structuré sous différentes présidences roumaines, croates, etc. Et effectivement, et ça c'est pour moi, bon, déjà 50 000, je pose le débat, est-ce que c'est représentatif des millions de jeunes en Europe? Bon, j'ai lu que c'est un chiffre qui est vraiment en croissance par rapport à la précédente période, donc ça il faut s'en réjouir, mais il me semble que c'est insuffisamment représentatif. Donc, première question, comment on fait venir plus de jeunes à s'engager dans un format comme le dialogue structuré? Comment, et ça l'expérience des activistes européens peut nous aider? Comment les politiques, là où ils sont, notamment les députés européens, peuvent porter cette idée-là de faire participer plus de jeunes? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Enfin, il y en a encore 2 autres. La deuxième, c'est qu'est-ce qui se passe des propositions qui en fait sont formulées sous forme de résolution, mais on ne sait pas concrètement ce que ça va devenir. Donc il y a des propositions sur le contrat à durée indéterminée, sur les jeunes de la ruralité par exemple, mais qu'est-ce que ça va devenir? Et la troisième question, je l'ai oubliée, mais ça le troisième enjeu du dialogue structuré. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est, oui, comment les politiques en fait se saisissent des résolutions et le transforment en réalité en faisant la jonction avec le quotidien des politiques européennes. Donc peut-être, Salima Yembou, est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Peut-être sur votre rôle, parce que vous avez en introduction porté un plaidoyer très fort, mais peut-être c'est intéressant aussi pour la salle et pour les jeunes qui sont là de comprendre comment, quand quelqu'un qui a vos convictions, en fait, peut contribuer à ce que les jeunes soient plus nombreux à
à s'engager, à ce que les modes d'engagement que Marie a très bien définis soient reconnus, et est-ce qu'on soit dans la co-construction et pas uniquement non mais je t'écoute, je note, mais après je continue business as usual. Merci. Oui, effectivement. Alors sur le dialogue structuré, juste pour en dire un mot, moi, ce qui me chagrine beaucoup dans ces dispositifs qui, comme ça, font un peu vitrine et sont très intéressants, et je les dénigre pas. Mais vous l'avez souligné, quel impact que sur des objectifs qui concernent la jeunesse, et finalement, c'est pas ce que la jeunesse demande. Alors, je ne suis pas très langue de bois, peut-être que certains le savent. J'ai l'impression que quelque part, par ce dispositif, on essaie un peu de calmer les jeunes, un peu à l'instar de je te donne une poupée, tu vas apprendre à être papa ou à être maman. Donc en attendant, tu vas jouer avec quelque chose qui n'est pas très très important et qui n'a pas d'impact, puis on verra quand tu seras grand. Donc je crois vraiment qu'il faut que ce soit qu'on arrête de les prendre pour des imbéciles. Voilà, tout simplement. On a aussi changé de période. Il y a eu une période où la jeunesse était naïve, insouciance. J'en suis désolée qu'aujourd'hui, cette jeunesse ne puisse plus être dans l'insouciance de son âge. Et on le voit. La crise sanitaire n'arrange rien. Et la crise sanitaire n'arrange rien. La jeunesse aujourd'hui. Ouais, j'ai 3 enfants qui sont dans la catégorie jeune, donc voilà, je suis touchée. D'ailleurs, mon engagement, il est d'abord pour eux, et ensuite je l'ai élargi à la jeunesse, mais effectivement c'est un vrai engagement auprès des jeunes, et pour qu'ils participent pour de vrai, puisqu'aujourd'hui ils le demandent. Il y a eu un moment où les jeunes ne s'intéressaient pas trop à ce qui se passait, ils étaient contents quand on leur proposait des programmes Erasmus, ils pouvaient aller voyager, sauf que ce temps est révolu, encore plus avec cette crise, et que les jeunes disent aujourd'hui on ne veut plus que vous décidiez des choses sans nous, puisque c'est nous qui allons subir les conséquences. Voilà. En gros, c'est ça le message. Donc, il faut absolument que l'on trouve des moyens pour les intégrer pleinement. Alors, effectivement, il y a les élections où on voit quand même, c'est assez flagrant, si vous regardez un peu les chiffres du Parlement européen, l'âge moyen a énormément baissé. Je ne l'ai pas en tête, mais c'est vraiment important. Et il y a beaucoup de députés qui sont très très jeunes et très performants et très compétents, et voilà. En tout cas dans mon groupe, ceux que je vois, il y en a qui ont 23, 24 ans, c'est vraiment très très jeune. Donc on leur laisse une place, mais ça n'est pas suffisant. Il y a toute la jeunesse, vous avez parlé de 56 000 jeunes qui sont peanuts par rapport au nombre de jeunes en Europe. Alors pour les mobiles, pour qu'on puisse les amener, il faut déjà en fait qu'ils sachent ce que c'est que l'Europe, ce que l'Europe fait pour eux au quotidien. Et ça, moi, en tant que proviseur, je passe beaucoup de temps les vendredis, parce que c'est le seul jour que j'ai de libre, avec les samedis, mais il n'y a plus de place en France, donc dans les lycées et dans les collèges, à la rencontre des jeunes, et je m'aperçois qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'Europe, ce qu'apporte l'Europe, pour plein de raisons. Les institutions sont trop éloignées du citoyen, ça c'est vraiment très clair. La machine est très lourde, très compliquée, même moi je vous dis, après 1 an, ça reste encore un peu compliqué pour moi de tout comprendre. Le shadow fictif au départ, le rapporteur fictif, c'est shadow. Oui, aussi, voilà. J'ai traduit de l'anglais. Oui, voilà. Au départ, fictif, je me suis dit, en fait, je sais pas quoi si je suis fictive. C'est très compliqué, donc voilà. Alors si c'est déjà compliqué pour des élus, vous imaginez pour le citoyen lambda qui n'a jamais mis les pieds au Parlement. Donc il faut absolument qu'il y ait une compréhension, un travail sur ce qu'est l'Europe, et ensuite leur laisser de la place, parce que leur dire ça fonctionne comme ça, mais en fait t'es pas prévu dans le jeu, donc tu regardes, et puis nous on va faire ce qui est bien pour toi. C'est fini ce temps. Donc il va falloir qu'on trouve d'autres moyens. Les consultations, c'est chouette, mais il faut, comme vous l'avez dit, que ce qui est décidé soit vraiment mis en œuvre, que ce ne soit pas juste quelque chose de joli et qui soit rangé dans un placard pour X raison. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Non, mais c'était très clair. Vous avez répondu. Marie Caillot, et après je reviendrai à Nathan peut-être, parce qu'on a parlé
parler d'expliquer l'Europe aux plus jeunes. C'est une grande partie aussi de votre travail aux jeunes Européens. Peut-être vous pouvez expliquer comment vous vous y prenez pour expliquer l'Europe à des jeunes qui sont souvent des petits, et puis aussi comment vous arrivez à vous adresser à différents enfants et différents jeunes, parce que je crois qu'il y avait quand même un consensus sur notre podium, et je suis sûre qu'il est partagé dans la salle, sur le fait qu'il y avait au moins 3 jeunesses. Et comment on fait pour expliquer les contenus européens, un, aux plus jeunes, et deux, quand ils sont aussi divers, avec des backgrounds aussi différents. Et puis ensuite, Nathan, peut-être vous nous ferez des propositions concrètes sur la manière dont les jeunes peuvent être entendus pour que leurs propositions deviennent des actions. Ça tombe bien que vous me donniez la parole sur ça, effectivement. J'allais rebondir dessus. Oui, si vous êtes effectivement, d'accord. bien sûr. Renforcer l'éducation à la citoyenneté européenne, c'est absolument primordial dans ce processus d'intégrer davantage les jeunes au processus de décision européen. Cette éducation à la citoyenneté européenne, alors nous, on défend un modèle qui se veut innovant, qui est d'ailleurs absolument participatif et unique dans le sens où il est par les jeunes pour les jeunes. Et je pense que c'est une nécessité absolue de procéder ainsi. Pourquoi ? Parce qu'on a eu tendance, pendant très longtemps aussi, à dire l'Europe c'est compliqué. On ne l'explique pas forcément aux jeunes parce que c'est trop compliqué, ils verront quand ils seront plus grands et quand ils auront fait leurs études supérieures. Or, on voit aujourd'hui que ça ne peut pas du tout fonctionner comme ça et qu'on peut parler Europe à des jeunes de manière intelligente, qu'ils peuvent avoir des avis intelligents aussi sur l'Europe sans pour autant avoir fait un bac plus 10 en études européennes. Comment on procède ? Nous, on procède avec du coup une innovation pédagogique et une expertise sur ce sujet-là qui est acquis depuis 20 ans. Donc c'est un processus long aussi de travail, de recherche, d'expérimentation qu'on continue encore et toujours. On procède donc de la manière que je vous disais, par les jeunes pour les jeunes, en leur expliquant quel est l'impact, en leur montrant l'impact de l'Union européenne dans leur quotidien. Et on n'a pas peur de le faire de manière vraiment ludique. C'est-à-dire que par exemple, les jeunes européens ont un partenariat avec le département du 93 où, par exemple, pour aller parler à des jeunes, on organise des Olympiades. On a une carte géante où on leur fait faire les mouvements des joueurs de foot sur la carte de l'Union européenne. Ça, c'est une première étape. Mais ce n'est pas la finalité de l'étape. Après, l'idée, c'est aussi de pouvoir continuer. Et simplement par rapport à ça aussi, bien comprendre que ce processus d'éducation à la citoyenneté européenne, c'est une étape en fait, qui ne peut pas être loupée dans le dialogue structuré. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que va toutes les nouvelles initiatives en termes de consultation, notamment les consultations citoyennes sur le climat, où il y a une phase de dialogue, c'est certain, une phase de concertation, d'échange, mais qui est précédée par une période d'information. Et cette information est nécessaire. Donc voilà comment on procède aux jeunes européens. Et simplement, peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez avant, c'est une position qui nous est très chère aux jeunes européens, la place du Parlement européen dans ce processus-là. En fait, pour nous, la priorité, c'est vraiment de remettre le Parlement européen au centre des institutions européennes. C'est parce qu'en faisant ça, c'est aussi remettre le citoyen au centre. Et si on remet le citoyen au centre, on laisse aussi une opportunité aux jeunes, en tant que citoyens, de revenir en fait dans ce processus-là. Et par rapport à ça, peut-être aussi des pistes de réflexion, des propositions concrètes. Il existe par exemple aujourd'hui les initiatives citoyennes européennes, qui pourraient être un formidable levier, parce qu'il correspond finalement à cette nouvelle forme de mobilisation de la jeunesse. Ce que c'est, vous pensez que c'est pas du tout? Oui, bah en fait c'est une sorte de grand... comment on appelle ça? Des pétitions, oui, voilà, merci beaucoup. C'est une espèce de pétition géante ou test. Non, mais pour simplifier vraiment, voilà. Et donc finalement, ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure sur la nouvelle forme d'engagement de la jeunesse. La jeunesse est en mesure de signer quelque chose et de soutenir. C'est ça. Et peut-être que
rendre plus accessible aussi en abaissant le seuil. Il faut 1 million de signataires aujourd'hui, peut-être que ce serait intéressant d'en avoir plutôt 500 000. Et troisièmement, rendre obligatoire une audition publique de cette initiative auprès du Parlement européen qui, on considère aux jeunes européens, a plus de légitimité sur ces questions-là que la Commission européenne qui parfois on regarde et puis envoie le papier à la poubelle. D'accord. Merci. Nathan, je voudrais vous demander, vous, de votre point de vue, puisque vous êtes conseiller du secrétaire général de l'ONU, comment, conseiller sur le climat, en fait, comment vous nous y prenez pour vous faire entendre des politiques, parce que, en fait, des jeunes qui s'engagent, beaucoup disent le constat, confirment le constat qu'on a fait autour de cette table, c'est en fait on parle mais on ne nous entend pas. Donc vous, comment vous vous y prenez pour être entendu et comment vous vous y prenez aussi pour faire venir à votre cause de plus en plus de jeunes dans la diversité? Je vous propose que ce soit la dernière question entre nous, puis qu'ensuite on ouvre le débat à la salle. Déjà, je pense que je suis tout à fait d'accord, il y a une déconnexion qui est immense. Et cette déconnexion, elle est très visible, notamment parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes ici qui peut-être étaient d'abord des activistes sur d'autres questions. Moi, j'étais un activiste sur le climat et l'environnement et j'en suis venu à commencer à m'intéresser à l'Europe. Et en fait, très souvent, on doit d'abord éduquer à ce qu'est l'Union européenne pour ensuite pouvoir parler des questions climat et environnementales. Mais en même temps, on a 4,5 millions de jeunes qui sont allés dans la rue en septembre 2019 et qui ont demandé à ce que les politiques agissent sur les questions climatiques et environnementales. Et ça, c'est une opportunité immense. Et tout notre travail, c'est de convaincre les institutions européennes qu'il faut saisir ces opportunités. Nous, je suis représentant de Youth and Environment Europe, qui est le plus grand réseau d'organisations de jeunesse environnementale et climatique en Europe. On a plus de 50 membres dans plus de 30 pays. On est au contact des organisations sur le niveau local, et elles, ce qu'elles nous disent, c'est qu'ils ont besoin de soutien. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on demande à l'Union européenne, c'est au lieu de faire des consultations, qui sont sûrement importantes, au lieu de faire des énièmes dialogues, financer les jeunes qui travaillent sur ces questions-là. Parce que c'est comme ça que justement on peut avoir, comme tu le disais, eh bien, sur la question de l'impact, financer ce que les activistes sur le terrain font. Il y a une société civile absolument incroyable qui n'est pas forcément juste sur les questions climatiques et environnementales, ça peut être aussi comme les jeunes européens en France qui se battent pour justement parler d'Europe et de questions environnementales. Et puis ce qui est super important, c'est réinventer la démocratie et surtout réinventer cette démocratie, si on considère que c'en est une, parce qu'elle n'en a pas tous les attributs, qu'est l'Union européenne. Hier, ou avant-hier, Grenoble vient d'être élue Green Capital, capitale verte européenne 2022. Et justement, pourquoi Grenoble a été élue? Parce que Grenoble, c'est pas une ville qui s'est posée, ces 15 dernières années, la question de comment on réduit la pollution. C'est une ville qui s'est posée la question comment on inclut les citoyens dans le design de ces politiques. Et c'est ça qu'il faut faire. Les consultations, c'est génial. Et on connaît tous le jeu des consultations, essayer de convaincre l'Union européenne que sur telle politique, c'est très important. Mais en réalité, ce qu'il faut, c'est de l'impact. Et ensuite, bien sûr, toute cette question de la complexité. On nous dit toujours, les jeunes, c'est trop complexe. Vous ne savez pas, vous, ce que vous pouvez penser. Moi, je connais le nombre de fois où un politique m'a dit mais comment tu peux savoir, tu n'as pas fait d'études ou ça fait pas 10 ans que tu es là et tu sais. Oui, en même temps, moi je suis d'accord, je ne sais pas comment on fait pour changer les questions très précises de diplomatie, climat, etc. Ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, nos décideurs politiques, ils pourraient se mettre autour d'une table et dire on va taxer à 0,1% toutes les transactions financières, comme ça on peut financer la dette des pays du Sud. On peut aussi dire que c'est criant quand on regarde et quand on est à Bruxelles, qu'il y a un manque de diversité absolument énorme, que tout le monde, qu'il y a un manque de femmes, qu'il n'y a pas certaines populations marginalisées, certaines catégories de la population qui pourtant sont notre Europe et représentent l'Europe dans laquelle nous vivons, et que aussi, bien sûr, il y en a quelques-uns qui possèdent pour tous. Donc nous, notre rôle, c'est ça. Notre rôle, c'est être des vigies. C'est être des vigies et de dire non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que vous vous asseyez dans cette salle, discuter de notre futur, sans qu'on puisse avoir un mot à dire. Et ça peut prendre la forme, oui, de dialogue structuré, ça peut prendre la forme de dialogue, voilà, après il
y a plusieurs manières de le faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut nous donner de l'espace dans ces processus-là, parce que c'est des politiques dont on devrait avoir un mot à dire. Merci. Moi, en tout cas, puisque je suis un peu plus âgée et que ça fait longtemps que j'accompagne la question de la participation des jeunes, je crois qu'on peut effectivement dire c'est pas assez, mais je peux vous dire, moi je peux comparer sur 30 ans, je trouve qu'on entend beaucoup plus les jeunes et aussi il y a beaucoup plus dans la population et chez les décideurs politiques quand même plus cette conscience de il faut les écouter, on prend en compte le fait qu'ils vont manifester. Je vous dis ça parce que c'est pas mal parfois de pouvoir se mettre un peu sur le temps long, comme vous le disiez, Madame la députée, et voir aussi où on en est. Et ça, un mot plus personnel pour finir, je crois que ça vaut toujours la peine de militer et de se mobiliser, et ça, il faut le dire aux jeunes. On voit bien que sur les questions du climat, le fait que les jeunes se mobilisent et qu'en fait, le fait qu'ils soient sans concession, ça a quand même été intégré, même si c'est jamais assez du point de vue des jeunes, et j'en conviens, mais ça a quand même été bien intégré dans la conscience des décideurs politiques. Donc ça sert de se mobiliser, ça sert de manifester, ça je crois qu'il faut le dire aux jeunes qui parfois doutent. Et un autre exemple, peut-être plus concret, en amont des élections européennes, tout le monde disait « Oh là là, les jeunes, ils votent pas, ils vont pas aller voter ». Et les jeunes européens, avec d'autres organisations, l'Office franco-allemand pour la jeunesse entre autres, ils ont fait un travail de terrain, mais incroyable, avec une énergie folle. Et résultat, le taux de participation des jeunes aux élections européennes a été plus important que prévu, et ça a été montré par une étude récemment. Et ce résultat-là est directement lié à la mobilisation, à votre mobilisation sur le terrain. Donc dites-le autour de vous, il ne faut pas se décourager, ça sert de se bouger. Voilà, qui souhaite exprimer la première question? Oui, monsieur, on vous écoute, je crois qu'on va vous apporter un micro. Peut-être vous présenter et puis poser votre question en désignant la personne à laquelle cette question s'adresse. Ah, bah, j'ai vu monsieur à ma gauche, et sinon il y avait... Pardon. Oui. Philippe Guéret, du mouvement européen 92. D'abord, merci, parce que j'ai découvert l'existence du dialogue structuré au niveau de la jeunesse. J'en avais pas connaissance. J'entends dire que 56 000 jeunes, c'est pas assez. J'ai envie de dire, nous sommes dans une démocratie représentative. Je connais pas beaucoup de groupes qui soient aussi massivement représentés. Et franchement, ne boudons pas notre plaisir. C'est déjà une avancée énorme. Bon, bah merci de relativiser. Voilà. Merci et surtout, je vais vous dire, j'ai le souvenir, pour avoir vécu de l'intérieur, du dialogue structuré entre les 15 États membres de l'Union européenne et les futurs 12 nouveaux États membres, notamment des pays d'Europe centrale et orientale, avant leur adhésion, et ça s'appelait déjà le dialogue structuré, et ça ressemblait à des déclarations juxtaposées des participants à ces sessions de dialogue structuré qui étaient d'un ennui terrible. Et donc, j'ose même pas imaginer ce que ça peut être à 56 000. Et donc, du coup, j'ai deux questions. La première, c'est comment ça se passe concrètement ce dialogue structuré, parce que chacun comprend bien que si on laisse la parole à 56 000 personnes, autant dire que c'est un peu comme au Parlement européen, où le temps de parole est limité, on ne peut pas dire grand-chose, et ça devient compliqué d'avoir un dialogue. Et deuxième chose, j'ai envie de dire, les deux questions s'adressent à Marie, mais les autres intervenants peuvent compléter. Ce qui m'importe, je suis absolument ravi, moi, de la mobilisation de la jeunesse, et notamment dans la lutte pour le climat. La question qui me soucie, c'est celle de la représentativité, y compris de ces 56 000 jeunes, et de tous ceux, puisqu'on parlait des différentes jeunesses, qui, eux, ne se mobilisent pas et qui restent sur le côté de la route. Parce que demain, ce sont eux qui seront les citoyens et électeurs majoritaires, et si on n'arrive pas à les embarquer, le projet européen est menacé potentiellement. Voilà. Merci. Oui, le dernier point évidemment essentiel, ça revient un peu à la question des trois jeunesses. Marie Caillot, peut-être vous redites comment fonctionne
dialogue structuré entre les jeunes de tous les pays d'Europe, donc il y a différentes sections. Marie va expliquer cela. Oui, alors peut-être juste expliquer ce qui est important à comprendre dans le dialogue structuré, c'est que c'est une vraie méthode. En fait, il ne s'agit pas simplement d'ajouter de l'existant, d'ajouter des rencontres, des cafés débats, tout ce que vous voulez. L'idée, et c'est dans le nom, c'est de le structurer. C'est d'apporter un cadre qui permette d'avoir un rendu. Et c'est ça qui est important à comprendre dans cette méthodologie, parce que c'est une vraie méthode, le dialogue structuré. C'est, on apporte un cadre qui permette à chacun de s'exprimer selon un aller-retour, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, entre ces jeunes, l'exécutif européen et les pays qui ont la présidence. Ensuite, il y a en fait des campagnes. Par exemple, en France, la campagne de dialogue structuré, c'est la campagne Provox, qui est portée par le CNAGEP. Et donc, il y a ce processus qui s'organise comme ça. Et simplement pour expliquer un petit peu concrètement comment ça fonctionne, en fait, il y a des objectifs européens de la jeunesse qui sont définis. Donc, c'est des thématiques qui sont précisées, sur lesquelles on attend un rendu. Et autour de ces objectifs, il y a 3 conférences. Et durant ces conférences, il y a différents attendus. Donc la première, c'est celle qui permet de définir le sujet, les attendus et le cadre de travail, donc vraiment la méthode. La seconde conférence, elle permet de poursuivre la réflexion et d'avoir toute une analyse sur les enjeux, les constats vis-à-vis toujours de ces objectifs-là, parce qu'on ne parle pas dans le vide de n'importe quoi. Et la dernière, c'est celle qui permet de faire la proposition finale, la résolution autour des objectifs. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question-là. Et alors j'avais juste un élément, si je peux me permettre de rebondir sur l'intervention de monsieur, sur la question de la démocratie représentative. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, il ne faut pas se dire les élections tous les 4 ans, c'est là qu'il faut être citoyen, une fois qu'on a voté, c'est terminé. Je pense que c'est absolument nécessaire de ne pas se contenter de cette représentation, mais bien de faire vivre le débat et la démocratie au quotidien dans la vie des citoyens. Et bien, je sais bien que c'est pas ce que vous vouliez dire, mais j'attire vraiment l'attention là-dessus. C'est-à-dire que la représentation, alors, à mon sens, ne peut pas suffire. Et c'est important justement d'intégrer le citoyen dans la vie démocratique à chaque instant, même s'il a des représentants, c'est bien qu'il puisse s'exprimer au-delà de tous les 4 ans au moment des élections. Et la question de comment s'adresser à tous les jeunes, en gros, moi voilà, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est essentiel, c'est de bouger en fait, c'est d'être mobile, c'est d'aller organiser des conférences du dialogue structuré dans des quartiers difficiles, dans la ruralité, et de faire venir dans ces conférences du dialogue structuré des jeunes qu'on appelle pudiquement plus éloignés, en s'appuyant sur les structures qui savent où sont ces jeunes. En France, typiquement, l'émission locale, dont Madame Hello du Conseil régional n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais elle préside une mission locale. Voilà, les centres sociaux, les maisons de quartier, les missions locales, les maisons rurales, par exemple. Voilà, toutes ces associations, c'est pour ça qu'on a besoin, la société civile a besoin d'une vie associative forte, parce que les associations savent où sont les jeunes les plus éloignés. Madame la députée, puis ensuite je prendrai, sauf si Nathan voulait réagir, après je prendrai les 2 autres questions, et je les prendrai, les 3 questions, je prendrai peut-être 3 questions pour qu'on puisse répondre globalement. Je vous en prie. Alors je vais poursuivre sur les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, que l'on laisse sur le bord du trottoir. Par exemple, pour les quartiers populaires, je vais englober là-dessus, puisque je vais rester sur le terme utilisé en France. Ce qu'il faut savoir et rappeler, c'est que ces quartiers sont, les citoyens de ces quartiers sont les citoyens qui polluent le moins, une empreinte carbone la plus faible. Donc ça c'est important de le dire et de le redire, puisqu'on les déculpabilise. Et puis la seconde chose, c'est effectivement, vous l'avez dit, c'est aller à leur rencontre, mais aussi c'est partir d'un constat qui est différent de celui que les médias peuvent donner souvent, c'est qu'il ne se passe pas rien dans ces quartiers au niveau écologique. Il y a énormément de choses qui sont faites. Je vais vous en citer une qui a été bien suivie en France, c'était Ma cité va briller. C'était un hashtag challenge, Clean Challenge,
Et en fait, les jeunes des quartiers ont décidé de nettoyer les rues de leur quartier pour le bien de la planète. Donc ils ont ramassé et lancé les déchets et ils lançaient un défi à un quartier voisin ou d'une autre ville, etc. Donc c'est quelque chose qui a commencé, je crois, à Garges-les-Gonesse et qui a fait le tour de la France et qui a même dépassé les frontières. Donc il se passe énormément de choses et on l'a vu notamment durant la crise sanitaire. La solidarité, tout à l'heure j'ai parlé de valeurs, la solidarité, elle a été vraiment présente dans ces quartiers. Les gens se sont aidés, sont allés chercher pour aider la petite personne âgée qui était toute seule, ils allaient leur faire leurs courses, ce qu'on n'a pas vu dans tous les quartiers en France. Donc on ne part pas de rien et je crois que ces jeunes ont aussi besoin qu'on leur dise quelque part qu'ils sont déjà des acteurs. Et comme l'a dit Nathan tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est trouver les moyens, que ce soit financiers ou autres, pour les aider à aller plus loin et pour donner de la valeur à ce qu'ils font. Voilà. Et je voulais dire quelque chose, mais je ne m'en souviens plus. Ça vous reviendra. Je vais prendre trois questions d'un coup, puis peut-être, si une des questions vous inspire, Nathan, on commencera par vous. Alors, je bondis lorsque j'entends que les jeunes ne comprennent pas l'Union européenne, comment ça fonctionne. Juste pour vous dire, j'ai passé, depuis 3 ans, j'ai passé du travail pour comprendre comment ça marche. J'ai mis sur YouTube une présentation audio. Alors là, vous pouvez voir, c'est en 29 minutes chrono en français et 26 minutes en anglais. Je vous incite, s'il vous plaît, d'aller le regarder, parce que il y a 1500 personnes qui l'ont déjà vu et ils sont tous contents. Monsieur, on va regarder. On a dit l'Europe est difficile à expliquer. On n'a pas dit que les jeunes ne comprenaient pas. Non, mais c'est difficile à expliquer. Et c'est la raison pour laquelle, ils ont tout à fait raison, et c'est la raison pour laquelle je me suis efforcé, et ensuite suite au Brexit, de le présenter sur YouTube. Première chose. Deuxième chose, j'aimerais que... Non, mais je donnerai, il faudrait que je donne ça. Deuxième chose, où je ne peux pas admettre, c'est lorsque vous dites que les jeunes ne veulent pas voter. C'est dangereux de ne pas aller voter, monsieur et mesdames. On a pris des siècles pour avoir le vote. Lorsque vous ne votez pas, ce sont des extrémistes qui prennent le dessus. On l'a vu aux États-Unis, on le voit de temps en temps, bien sûr en France. Il faut surtout que les jeunes votent. C'est un message qu'il faut faire passer afin justement de combattre les extrémismes. Et aussi, je peux dire, pour faire passer votre message. Parce que vous êtes aussi entendus, croyez-moi. D'accord. Peut-être sur le vote, d'abord, moi ce que je pense, et je crois qu'on est d'accord, c'est que ce qui est important, le vote c'est très important, mais les jeunes s'engagent, ils sont militants, ils se mobilisent à d'autres moments qu'au moment du vote, et il me paraît urgentissime que ces moments d'engagement et de militantisme soient reconnus et ne soient pas uniquement évalués au moment du vote. Mais on est d'accord que le vote reste essentiel. Alors, je continue sur les 3. Nathan, oui, on m'indique que... Allez-y Nathan, si vous voulez réagir. Parce que j'avais dit que je prenais 3 questions d'un coup, mais je vais vous laisser... Allez-y, non, allez-y, je vous en prie. Bon, alors, je prends encore les 2 interventions. Donc, tout à ma droite, là, si je puis dire. Mais attendez, il y avait monsieur avant vous. Vous pouvez porter un micro là-haut? Oui, donc... oui. Bonjour, Alexandre Lejeune de la section de Paris. Je vais poser une question par rapport aux déterminants économiques du fait que la jeunesse s'intéresse pas peu aux questions européennes, enfin en tout cas pas assez, parce que ça fait très longtemps, des années qu'on voit que la répartition des richesses entre les plus jeunes et les plus âgés va défavorablement dans le sens de la jeunesse. Et enfin, je voulais avoir votre avis, est-ce que c'est pas un facteur aussi qui fait que les jeunes se sentent moins impliqués en politique parce qu'aussi ils ont moins de choses à déterminer? Je voulais avoir votre avis là-dessus. Absolument. Je prends une dernière intervention. On réagit ici autour de table et ensuite, après la réaction,
Monsieur, on refait un tour de questions. Oui, madame, je vous en prie. Oui, je vous remercie beaucoup pour ces développements. Je suis formatrice enseignant et je comprends donc très très bien la parole de madame la députée. Vous avez raison dans vos analyses. Je suis également élue, je suis conseillère départementale dans la commission enseignement supérieur. Et à ce double titre, je crois que nous avons une responsabilité d'être plus inclusifs. Il est important que la jeunesse ne soit pas réduite à un rôle de vigie. Je crois qu'il faut que nous pensions une participation active de la jeunesse. Voyez-vous, dans les conseils municipaux, il y a des conseils municipaux jeunes. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une proportion de jeunes dans les conseils municipaux pour prendre les décisions avec des élus, j'allais dire, qui seraient leurs alter ego, de même que la loi sur la parité a permis, j'allais dire, une représentativité plus forte, peut-être qu'une petite évolution dans le domaine de la proportionnalité permettrait aux jeunes de participer pleinement au fonctionnement et, j'allais dire, dans le domaine des décisions. Alors, je voulais justement avoir votre avis sur cette proposition qui m'est venue au fil du débat. Qu'en pensez-vous? Oui, d'accord. Que vous pourriez d'ailleurs appliquer déjà dans votre département. Voilà, tout à fait. Donc Nathan, je vais vous donner la parole. Tout à fait. D'ailleurs, c'est quand on a travaillé avec le Conseil économique et social européen sur justement comment il pourrait intégrer davantage les jeunes dans les processus, cette proposition-là est arrivée très très rapidement. Pourquoi pas avoir un certain pourcentage de jeunes comme il y a d'autres pourcentages? Mais je voudrais revenir un petit peu sur les 56 000 jeunes et massivement représentés. En tout cas, moi, ma compréhension du dialogue structuré, c'est pas celle-là. Le dialogue structuré, c'est quelques associations qui représentent beaucoup de jeunes, mais qui sont intégrés dans un dialogue où ils peuvent discuter, etc. Ces 56 000 jeunes, à mon avis, c'est des jeunes qui ont été consultés. Je ne pense pas que c'est des jeunes qui ont fait partie d'un dialogue sur le long terme, où ils ont été consultés très régulièrement, mais aussi où ils ont pu discuter directement avec les décideurs politiques, etc. Donc moi, je resterai très critique sur ce dialogue structuré, d'autant plus qu'il est réservé qu'à certaines politiques et pas à toutes les politiques européennes. Mais la question la plus importante, je pense, qui est revenue le plus souvent, c'est la question de la représentativité. Et la question de la représentativité, c'est vraiment la chose la plus importante. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas à parler à tous les jeunes, forcément, les questions climatiques et environnementales, finalement, n'ont pas beaucoup d'intérêt. Et donc, nous, ce qu'on fait, par exemple, la Youth and Environment Europe, qui est une organisation qui existe depuis 1983, on toujours travaille avec les jeunes les plus démunis, avec les communautés les plus marginalisées. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire monter en compétence les jeunes sur des questions environnementales et climatiques, mais aussi pour qu'ils puissent avoir des compétences qu'ils vont pouvoir mettre à profit dans le monde du travail, par exemple. Et ça, c'est une grande partie de nos workshops, de nos trainings, etc. Aussi faire des partenariats stratégiques, je pense que ça a été dit aussi, mais faire des partenariats avec des organisations au niveau local, qui, elles, sont en contact avec ces populations-là. Et ça, c'est très délicat dans certaines parties d'Europe, notamment autour de la mer Noire, avec majoritairement où nos membres sont. C'est parfois très délicat. Pensez aussi au programme Erasmus. Nous, ce qu'on demande toujours quand il y a des discussions sur rendre le programme Erasmus plus vert, etc., c'est demander que les volontaires civiques soient vraiment mis dans des organisations qui ont beaucoup d'impact social, d'impact environnemental, etc. Et puis bien sûr, c'est toujours pareil, c'est que les jeunes sont les plus touchés par le chômage. Et je pense que ça, il faut aussi le rappeler. Voilà ce que disait monsieur. Tout à fait. Et à ce titre, oui. Et à ce titre, nous avons aussi une responsabilité pour que les jeunes puissent avoir de meilleures compétences pour faire face au monde du travail et surtout le co-designer, parce que si le monde du travail c'est celui de la transition écologique demain, et bien forcément c'est de nouveaux métiers. C'est comme ça aussi qu'on peut les convaincre de discuter de ces questions-là. Et je revenais juste très rapidement sur le vote bien sûr, mais en même temps je pense que ici tout le monde le sait très bien, les politiques à Bruxelles sont aussi designées par la société civile. La place de la société civile est immense et la place des business et des lobbies
des énergies fossiles est énorme. On parle d'un rapport de 1 à 10 entre les lobbyistes pour les biens communs et les lobbyistes pour le privé. Donc forcément, il faut aussi être très organisé. Et là, les jeunes, en se plaçant comme une force de proposition à Bruxelles, peuvent aussi faire une petite différence parfois. Et c'était tout l'enjeu de ce qu'on a créé l'été dernier. Merci. Peut-être Salma Yembo, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée que dans la mondialisation, l'impact durable des décisions est le plus souvent défavorable à la jeunesse? Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà que c'est une réalité. Oui, c'est une réalité, un constat. Et effectivement, si on va sur la transition écologique, ça veut dire de nouveaux métiers, parce que là, on ne les voit pas encore arriver. On voit surtout des pertes d'emplois, de métiers que soit nous rejetons parce que trop polluants, soit qui s'éteignent d'eux-mêmes parce qu'on n'en a plus besoin, la société se changeant. Mais finalement, les politiques, de manière générale, ont du mal à réagir pour modifier la machine formation. Et madame, je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc là, il y a un vrai travail de formation à repenser pour que ces jeunes entrent dans des formations qui ne va pas les mener vers une voie de garage, mais vers ces nouveaux métiers. Et si on attend trop longtemps, je vois un monsieur qui... Je ne sais pas trop ce que veut dire votre geste, mais si on attend trop longtemps, on est toujours en décalage avec le temps. Et finalement, chez ces jeunes, ce qu'on leur a retiré comme ça, c'est l'espoir. Ils n'ont plus d'espoir de trouver leur place dans cette société dans laquelle ils ne se reconnaissent pas et la société future dans laquelle ils n'arrivent pas à se projeter. Donc il y a un vrai travail pour la représentativité. Effectivement, il y a aussi un gros travail à faire là-dessus pour que les parlementaires, et là je rejoins, c'est ce que j'avais oublié tout à l'heure, effectivement, ce que vous disiez, Marie, concernant la place du Parlement, les députés sont quand même ceux qui sont les plus représentatifs, même s'il y a encore du travail à faire, mais ce sont les élus. Les commissaires, non. En l'occurrence, pour la petite anecdote, et c'est pas anodin que ça se passe dans la commission culte, c'est qu'on est en blocage depuis plus d'1 an avec la commission sur les projets éducatifs et culturels, puisqu'on a quitté la table des négociations, ce qu'on a dit, pour des problèmes de gouvernance. On a dit, effectivement, nous, on donne un cadre, mais dans ce cadre, c'est pas un blanc-seing qu'on vous donne et vous avez le droit de faire ce que vous voulez. On veut un droit de regard sur ce que fait la commission du cadre que l'on a défini. Et la commission a du mal à lâcher. On veut, par exemple, pour Erasmus, c'était le cas. Vous avez bien entendu au moment du plan de relance, par exemple. Donc là, on a dit, et c'est toujours bloqué, on est toujours en négociation, et on ne veut pas lâcher ça parce que c'est trop important. Sinon, à partir du moment où on a signé le texte, voilà, Erasmus se lance et la commission peut mettre ce qu'elle veut dedans, même si ça ne relève pas de la mobilité. Et non, nous, on veut avoir un droit de regard parce que nous, on s'est engagé auprès des citoyens de travailler sur ce programme Erasmus. Je parle de celui-là parce que je suis shadow, victime. Donc c'est occulte. Voilà, pour mon groupe, donc pour ce programme. Donc je tiens à tenir les promesses que j'ai données, que j'ai faites aux citoyens au moment où on m'a interrogé sur ces questions. On ne m'a pas beaucoup interrogé, ce pas des questions qui reviennent souvent pour dire vrai. Donc il y a un vrai... et je ne sais pas qui a parlé de l'égalité homme-femme tout à l'heure. Voilà, vous avez parlé de ça. Effectivement, il y a eu un déploiement dont les résultats sont importants. Il y a encore du travail à faire, mais l'avancée est quand même très significative. Et moi, je crois qu'à l'instar de ça, on peut, sur ce modèle, sur cette forme de déploiement, on peut adapter la représentativité, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit générationnelle. On peut travailler là-dessus et y arriver. Si on y arrivait pour les femmes, on peut y arriver pour les autres. Donc, je partage complètement vos points de vue, parce que c'est plusieurs. Alors, je vais reprendre 2 questions. Donc, monsieur, madame, vous étiez manifestée, je crois. Là, voilà. Rappelons que si l'augmentation pour le programme Erasmus+ est inférieure à celle qui avait été initialement prévue, ce sera forcément au détriment du verdissement des programmes, parce que la forte augmentation avait notamment été justifiée. Pardon ? Et de l'inclusion, justement, ça avait été
prévu pour pouvoir donner plus de moyens aux jeunes défavorisés et plus d'argent pour les voyages en train par rapport aux voyages en avion. Je ferme la parenthèse, donc il faut continuer à se mobiliser pour Erasmus, monsieur. Et ensuite, madame. Bonjour et merci Voilà, donc Christophe Barraud, donc président de la section locale territoire de Belfort. Alors moi, je reviendrai donc par rapport à l'éducation sur la notion de la relation parent-enfant. On oublie aussi, on parle de la jeunesse, mais il y a aussi la notion des parents d'élèves qu'il faut aussi, je pense, accorder, notamment à partir du collège et même déjà en école primaire. Et donc je voulais poser la question à Madame la députée. Donc, justement, au niveau éducation, la place du parent a-t-elle aussi dans cette préoccupation jeune? Les parents ont besoin aussi des fois de comprendre aussi ces évolutions. Il y a beaucoup trop de parents qui sont des fois en marge aussi de l'éducation à partir du collège. Moi, je suis parent d'élève au collège de ma fille, et c'est vrai que je rencontre souvent des parents. Bon, j'habite, voilà, donc, et ça c'est important aussi qu'ils comprennent un petit peu. On parle de l'Europe, mais c'est aussi les citoyens. Ça comprend toutes les catégories générationnelles. Et j'aimerais bien aussi qu'on associe l'intergénérationnalité dans ça. Et par rapport au programme également scolaire, on n'a pas assez, on sent que dans les établissements scolaires, l'Europe est souvent saupoudrée par des thèmes, des journées ou des mobilisations sectorielles. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas non plus du coup auprès des programmes d'histoire géo, peut-être aussi un appui plus prolongé dans cette fois-ci le programme éducation nationale? D'accord, monsieur, merci. Madame, voilà, et puis ensuite tout en haut, je vais prendre la jeune fille, on refera je vous donnerai la parole à tous les trois. Je vais être brève pour réagir aux deux questions, parce qu'on a commencé avec presque un quart d'heure de retard. Est-ce qu'on nous donne un petit rab ou où sont les... Apparemment non. Ah bah ça c'est pas juste. Bon. Elisabeth Campière, j'étais pendant 17 ans en charge du droit des femmes au cabinet du préfet de l'Aube. Et quand je vois, si vous le permettez, le panel devant vous, je me dis, le long chemin vers le droit des femmes est pas mal réussi, puisque vous voyez 3 femmes... D'éthique volontariste, petit à petit, car le chemin est long, font leurs preuves. Suite à ces 17 ans au cabinet du préfet de l'Aube, je suis devenue élue de la ville de Troyes et j'ai été pendant 12 ans présidente de la mission locale de Troyes. Isabelle Eyo-Couronne, qui malheureusement n'a pas pu être présente, m'a succédé il y a quelques semaines. Donc quand vous parlez de la jeunesse, de cette 3e jeunesse, j'en sais quelque chose pendant 12 ans. Globalement, et je voudrais saluer notre jeune ami là-haut, parce que quel bonhomme, hein. Il pourrait être mon petit-fils, ce garçon-là, et si tous sont garçons... Et il est modeste en plus. Mais oui, mais dans nos enfants, pardonnez-moi, mais nos enfants sont relativement dans nos milieux privilégiés. Et grâce à Erasmus notamment, quand on parle de politique volontariste, l'Europe, ça leur parle. Les enfants qui ont maintenant la quarantaine ont tous voyagé à l'étranger, dans le cadre des vacances familiales ou de leurs études. Par contre, dans nos quartiers, ça ne les parle pas du tout. Et quand vous dites populaire, c'est gentil, c'est quartier sensible. Vous donnez un tout petit... Je vais être brève. Oui, allez-y, madame, parce que là, on fait des gros yeux. Il y a encore juste un chiffre. Une question, 2 questions. Les jeunes européens ne se sont pas encore exprimés. J'y tiens beaucoup sur ce à mon dernier point. La mission locale de Troyes, c'est 5000 jeunes en portefeuille. 5000 jeunes qui ne demandent qu'une seule chose, du boulot. Pour ce qui est de les enchanter sur l'Europe, tout simplement, aidez-nous, donnez-nous des outils pour les faire rêver sur l'Europe. Permettez-nous aussi, par des moyens, de les faire découvrir l'Europe. C'est tout. Oui. Très bien, mais c'est effectivement très juste. La mobilité européenne fait des miracles sur ce sentiment d'appartenance. Je vais prendre les 2 questions des jeunes européens là-haut. Et puis on finira par un tour de table final de nos 3 invités. Bonjour, Rebecca Bretman pour les jeunes européens Strasbourg et le mouvement européen Alsace. J'avais une question. En fait,
je comprends l'idée de dire qu'il faut laisser plus de place aux jeunes et laisser une politique environnementale plus forte, mais pour moi ça passe avant tout non plus par des politiques publiques qui sont un peu des politiques de discours, mais bien passer par des politiques de résultats, et donc mettre en place de réels indicateurs qui nous permettraient de faire un constat réel et tangible sur la place des jeunes, certes dans nos politiques publiques, mais également de l'environnement. Je pense notamment à l'engagement de Nathan. Et quand on entend Nathan comme Marie, dont l'engagement est reconnu et très très apprécié, notamment au sein des jeunes européens, on le sait tous, on voit que ce soit le discours structuré, on voit justement qu'il y a des indicateurs et des étapes concrètes qu'il faut passer pour que ça fonctionne. Et donc ma question porte sur, au niveau du Parlement européen, Madame la députée, quels sont les indicateurs concrets, que ce soit en politique jeunesse ou en politique environnementale, pour reprendre les deux sujets un peu de cette table ronde, quels sont ceux qui sont imaginés concrètement, je veux dire vraiment, donc que ce soit la traçabilité des produits de consommation, enfin voilà, quels sont concrètement les indicateurs qui sont mis en place et quels sont du coup les résultats qui sont vraiment attendus pour développer ces politiques jeunesse et ces politiques de transition écologique. Je vous remercie. Merci. Autre question des jeunes européens, puis je redonne la parole à notre... Bon, donc je donne la parole. Vous me conseillez de donner la parole à Nathan. Je ne savais pas qu'il devait partir, donc vous devez partir, Nathan, c'est ça? D'accord. Bon, vous voulez réagir quelques instants? Ensuite, je reprends la question là-haut et puis on redonnera la parole au panel. Allez-y, quelques mots de conclusion. Mes excuses. Merci beaucoup pour les différents messages. Non, le plus jeune, mais c'est celui qui est le plus occupé. Hein. Bon, allez-y. La seule chose que je voulais dire, c'est que je pense sincèrement que nous sommes dans une crise écologique et sociale, une crise aussi de l'identité européenne, une crise en fait de l'Europe, une crise dont on n'est pas sorti parce que l'Europe ne fait pas sens pour beaucoup de jeunes, et que c'est une opportunité extraordinaire pour prendre justement à cœur la nécessité d'agir sur la crise écologique et sociale, pour justement redonner sens à cette idée que, effectivement, en étant tous ensemble dans cette Union européenne, on est plus fort et du coup, on peut aller de l'avant pour le monde qu'on veut construire. Je vous remercie beaucoup et je suis à votre disposition pour toute question après, si vous avez des idées ou quoi. Je suis très heureux de rester en contact avec votre mouvement en France et puis aussi les jeunes européens en France. Merci beaucoup. Oui, je reviens à la question là-haut. On vous écoute. Merci beaucoup. Moi, je suis Margot Rouchet, je suis responsable des relations européennes pour les jeunes européens en France, donc je connais bien Marie. On travaille souvent ensemble. J'avais une question, parce qu'on a beaucoup parlé du dialogue structuré, de ce qui se passe au niveau pan-européen, peut-être pour l'intégration des jeunes au processus de décision. On a aussi parlé finalement de devoir réenchanter les quartiers, enfin les jeunesses des quartiers prioritaires. Et moi qui viens de Lille, les quartiers prioritaires, c'est quand même une question un peu importante. Bien sûr, oui. On sait qu'il y a beaucoup de fonds qui sont débloqués, notamment pour l'initiative pour l'emploi des jeunes. Mais c'est quelque chose qui est en fait assez découplé de la question de la mobilité. Les fonds européens sur la mobilité des jeunes se passent très peu dans les quartiers populaires. Et j'aurais aimé savoir, parce qu'on est devant une honorable assemblée pleine de gens qui travaillent dans les collectivités territoriales compétentes, de savoir comment la politique de la ville et sa mise en place sur les territoires pouvait aussi contribuer à faire de la mobilité quelque chose qui se passe aussi dans les quartiers populaires. Merci beaucoup. Excellente question. Alors je vais vous laisser la parole, mesdames, pour finir. Il y avait le thème du rôle des parents, de l'intergénérationnel, de la mobilité pour tous et toutes, y compris dans les quartiers. J'inclurais peut-être aussi la ruralité, parce que on parlait d'indicateurs, la ruralité est représentée aussi dans la mobilité. Et puis pour finir, une politique de résultat, comment se mesure-t-elle? Qui veut... Marie, on vous a un peu moins entendu, je vous laisse... Ça vous va? Oui, je vous ai... Au bout des sujets, c'est vrai que c'est ma spécialité, à la fois sur le rôle des parents, je m'abstiens vous voulez bien. Et sur les questions, effectivement, qui ont été soulignées par Margot, ou sur la question des politiques de résultats,
Je vous laisserai peut-être plus en dire un mot plus long. Simplement, du coup, si ça doit être les phrases conclusives, on va dire. Vous faire un appel un peu aussi, parce que nous sommes tous ici profondément européens, je pense. Je pense que c'est l'objet de votre visite à Troyes ce week-end aussi. Et vous appeler en tant que jeune, et surtout en tant que moins jeune parfois, à faire cette place dans votre quotidien à la jeunesse et à non plus la considérer comme de la jeunesse, mais la considérer comme un citoyen à part entière. Et les considérer comme experts aussi de leurs questions, et pas simplement comme c'est chouette, on a un jeune, les jeunes c'est super, il nous faut plus de jeunes. On est des citoyens à part entière et c'est important de l'entendre et de le faire valoir au quotidien. Et pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que, en fait, je crois foncièrement que la jeunesse a beaucoup d'ambition pour son Europe, parfois même plus, encore plus, davantage d'ambition que ses aînés, parce qu'on souhaite aller plus loin que l'Union économique, parce que la jeunesse a vocation à construire une Europe qui sera plus durable, qui sera plus sociale, qui sera plus démocratique. Et donc, encourager cette jeunesse à prendre plus d'importance, plus de place, plus de pouvoir dans la démocratie du quotidien, c'est aussi aller dans le sens de cette Europe-là. Et donc, je compte sur vous pour nous aider à changer cette Europe et en faire quelque chose de plus fort, plus démocratique, plus social et plus durable. Voilà. Merci pour votre appel. Madame la députée. Alors, beaucoup de questions, je ne pourrais pas répondre à tout. Par contre, je suis à votre disposition pour vous répondre par mail si vous le souhaitez. Donc, il suffit de mettre salima.yenbou et puis Europarle, enfin tout ce qui est après, qui est le même pour tout le monde. Et je me ferai un plaisir de répondre, notamment concernant les indicateurs. Je pense qu'il faudrait 4 jours pour travailler là-dessus et les résultats attendus. Donc, je suis partante pour vous répondre comme ça. J'ai entendu parler de relations parents-enfants. Alors, oui, bien évidemment, si on parle des jeunes, il faut absolument s'intéresser à leurs parents et aux relations qu'il y a entre... Enfin, je comprenais... J'ai pas vraiment très bien compris la problématique, parce qu'elle me paraît évidente. Mais comment on donne des outils aux parents pour qu'ils puissent... D'accord. Sur l'Europe, oui, sur des questions de citoyenneté européenne. Sur l'Europe. Donc les parents qui seraient éducateurs sur l'Europe. Ouais, on peut. ça peut être l'inverse. Vous savez, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est fait autour de la ceinture de sécurité. Quand on a lancé le programme sur la ceinture de sécurité obligatoire, finalement, ce sont les enfants qui ont imposé ça aux parents. Peut-être que ça peut remonter, pourquoi pas, le voir dans l'autre sens, et pas toujours dans un sens des descendants. Vous avez parlé d'histoire géo, je crois, de programme d'histoire géo. Moi, je suis pour le plus de choses sur l'histoire de la construction européenne, sur les institutions européennes en histoire. Cependant, je vais avoir du mal à travailler dessus, sauf si je suis demain ministre de l'Éducation nationale. Mais en attendant, c'est une compétence régalienne, la trêve de plaisanterie, c'est une compétence régalienne, et du coup, l'Europe n'a qu'une compétence d'appui sur l'éducation et la culture. Donc on n'a pas vraiment. Cela dit, il y a un programme, c'est la petite histoire drôle, une tentative d'écrire un livre d'histoire commun à toute l'Europe. Je crois que ça fait 10 ans, c'est ça? Oui, ça fait 10 ans. Ça a été réactivé quand même depuis. Oui, c'est réactivé. On fait les Français et les Allemands il y a déjà 20 ans. Mais c'est déjà très compliqué. Déjà entre les Français et les Allemands, c'était très compliqué. Alors si vous rajoutez tous les personnes n'utilisent pas. Donc c'est vraiment des questions très complexes, mais néanmoins très intéressantes. Tout à l'heure, je l'avais posée dans un atelier d'ailleurs, cette question-là. Sur les quartiers sensibles, moi je n'aime pas, je ne sais plus où est la dame, si, voilà. Je n'aime pas ce terme-là parce qu'il est souvent associé, on parle souvent de quartier sensible quand en fait il y a des problèmes. Quand il y a le feu dans un quartier, on parle de quartier sensible, donc c'est pour ça que je n'aime pas trop. Moi je suis issue de ces quartiers-là, populaires, sensibles, enfin le terme que vous voulez, du 93. Et puis j'ai un peu cumulé les problématiques, c'est que je suis issue de ces quartiers, issue de l'immigration maghrébine et femme. Donc pour partir, il y a mieux. Mais bon, voilà. Et quelque part, ça rejoint aussi la représentativité. Quand je vais dans les lycées,
Et quand je leur dis d'où je viens, je peux vous dire qu'il y a un brouhaha dans les lycées professionnels notamment. Il y a un brouhaha, je laisse faire ce brouhaha, parce que les élèves qui sont en face de moi se rendent compte que je viens des mêmes quartiers qu'eux et que je suis députée aujourd'hui. Et ça, symboliquement, c'est très très fort. C'est l'idée du rôle modèle. Exactement, mais c'est vraiment très très fort. Et les enseignants souvent applaudissez-les. Non mais c'est vraiment très fort et les enseignants m'écrivent après pour me dire, la simple phrase de leur dire, vous savez, moi j'ai grandi dans le quartier à côté, je le cite, et j'ai travaillé, je me suis battue, j'étais dans des associations, j'ai créé, voilà, je leur explique mon parcours, juste ça leur donne de l'espoir. Voilà. Donc il y a ce travail-là qui est fait. Un mot, parce que mobilité, juste quartier prioritaire, mobilité, je crois que c'est là-haut dont on en parlait un petit peu. Effectivement, c'est une grosse problématique. Les programmes de mobilité européens sont pour tous. Sauf qu'il y a un problème, c'est que l'information n'arrive pas jusqu'à eux. Et ensuite, les dossiers sont tellement compliqués à monter que finalement, on finit par baisser les bras. Il y a un très bon programme qui s'appelle Discover You, qui fait polémique, mais qui est très simple à utiliser, très simple d'accès, qui peut être une première mobilité, si c'est bien accompagné, pour pouvoir faire un Erasmus après. Donc je vous invite, avant que la Commission le retire, à l'investir ce programme. Donc Discover You. Merci beaucoup. Encore une fois, sur le temps long, je trouve que la question de l'inclusion des jeunes les plus éloignés, comme on dit dans les programmes européens, avec moins d'opportunités, n'était pas du tout thématisée jusqu'à 20 ans. Ça l'est maintenant avec des moyens spécifiques. Donc, je crois qu'il faut aussi voir quand les choses progressent. Donc, merci à toutes et tous. Je crois qu'on aurait pu discuter encore toute l'après-midi. Pour votre engagement. On aurait pu rester 2 heures. Merci. De rester assis s'il vous plaît, malheureusement on ne va pas faire de pause, la prochaine conférence va démarrer dès maintenant parce que les conférenciers ont des trains et donc nous ne pourrons pas vous accorder une pause, je le regrette.